Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer aujourd'hui une analyse des duels au premier tour des playoffs dans chaque conférence avec les forces et les faiblesses de chacune des équipes. Et c'est Charles qui me rejoint pour ce numéro exceptionnel. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on va faire la conférence Ouest dans ce numéro. On aura un autre numéro, chers auditeurs, sur la conférence Est. Donc, il faudra regarder dans le listing du NBA Corner, du podcast NBA Corner. Vous allez trouver celui de la conférence Est. Charlie, là, on va faire la conférence qui peut-être m'a posé le plus de problèmes pour préparer les affiches du premier tour, la conférence Ouest. Il n'y a que des affiches de dingue et je t'avoue que je me suis arraché les cheveux, littéralement, pour déterminer certains duels. Ouais, pareil, il y a des affiches qui provoquent des sacrées migraines quand il s'agit de les analyser et de les pronostiquer, je suis complètement d'accord. Et là, même maintenant, là, à quelques secondes de commencer, je t'avouerai que je suis un peu fébrile sur certains trucs. Ah, je pense que si on refait le podcast demain, j'ai peut-être des pronostics qui sont très différents. Tu vois, c'est à ce niveau-là c'est trop compliqué, quoi. Il y a vraiment des affiches qui sont compliquées à analyser. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, les playoffs commencent enfin. Ça commence dès ce soir. Là, vous aurez quelques heures peut-être pour écouter le podcast avant que les playoffs commencent, peut-être pendant, hein, même si c'est joué un match. Je pense pas que ça soit dramatique. Voilà, on va commencer immédiatement par la série qui, je pense, m'a posé le plus de problèmes en termes d'analyse, les Warriors face aux Kings. Les Warriors qui ont terminé 6e de la conférence Ouest, les Kings qui ont terminé 3e. Les champions en titre entament la défense de leur titre en 6e position. Dans l'histoire NBA, seuls les Rockets en 1995 avec Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler ont réussi à soulever le trophée Larry O'Brien au mois de juin en partant de la 6e place de leur conférence. Eux aussi étaient les tenants du titre. Clyde Drexler n'était pas dans l'équipe d'ailleurs de 94. Qui s'était imposé en finale face aux Knicks. En 95, il s'était imposé face au Magic d'Orlando après un parcours complètement taré en play-off. Ils avaient battu, Utah, Phoenix, Seattle, il me semble. Je sais plus. Non, les Spurs en finale de conférence pour ensuite battre le Magic. Incroyable, d'ailleurs, Hakeem Olajuwon. Les Kings, eux, c'est sûrement la plus belle histoire de la saison. Ils se retrouvent en play-off après 17 ans d'absence. On en a déjà parlé, toi et moi, de ça. Leur attaque a été une œuvre d'art toute la saison. Mike Brown, qui connaît bien les Warriors pour avoir été assistant de Steve Kerr ces dernières saisons avant de devenir le coach des Kings au début de l'année, sait à qui il a affaire, clairement. Mais l'expérience est du côté des Warriors, couplé au fait que Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, à l'heure actuelle, tournent proche, si ce n'est à plein régime. Pour moi, ça semble être quand même une barrière infranchissable pour les Kings, malgré tout le bien que je pense de cette équipe de Sacramento. Charles, quel est pour toi ton premier sentiment quand tu regardes cette série Warriors-Kings? Alors, mon premier sentiment, c'est que je vais pas louper un match, ça c'est sûr. Tu l'as dit, c'est le retour de Sacramento en play-off après 17 ans. Ça va être la folie dans leur salle, ça va être dingue. Alors, tu l'as dit, pour leur retour, ils se frottent aux champions en titre, c'est peut-être pas idéal, mais en même temps, quand tu connais un peu la mentalité de cette équipe et des joueurs qui la composent, je pense qu'ils étaient prêts à jouer n'importe qui et qu'ils ne se sentent inférieurs à personne. T'as évoqué leur attaque incroyable, c'est des chiffres historiques, leur rating offensif est monstrueux. Leur défense est beaucoup moins bonne, ça c'est clair, hein, notamment la protection du cercle, mais collectivement ils sont cohérents. Mike Brown a vraiment mis en place des choses intéressantes, pardon. Fox est clutch, enfin il y a beaucoup de choses qui poussent à prendre ces Kings très au sérieux, et d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas fait cette saison se sont pris en général des bonnes fessées. C'est peut-être l'affiche la plus compliquée à pronostiquer. Je suis d'accord avec toi. Moi, les Warriors me donnent quand même une impression très mitigée cette saison. J'ai vraiment eu la sensation qu'ils étaient très éparpillés. C'est un truc qu'on se dit parfois en voyant cette équipe, qu'ils ont du mal à se donner du mal, en fait. Ils ont du mal à être dans le dur, vraiment, à se faire mal en saison régulière.
Alors je sais que Draymond a plusieurs fois répété que au complet ils étaient imprenables en 7 matchs, que personne ne pouvait les battre, qu'ils étaient sûrs de leur force, et je le comprends, hein, parce que le noyau dur composé autour de Curry, Thompson, Draymond Green, et tu peux même y ajouter Looney qui est là depuis des années, ces mecs-là se connaissent par cœur, ils croient vraiment en leur capacité à switcher, tu vois, à allumer la machine au bon moment quand il le faut. Mais il faut quand même avouer que cette saison, moi, ils m'ont jamais rassuré, quoi. Ils m'ont jamais rassuré. Et il y a une très très grande question autour de ces Warriors, c'est la question Andrew Wiggins, quoi. Sans lui, cette équipe ne pourra rien espérer. Alors, il va être de retour en sortie de banc dans un premier temps. J'imagine qu'il reprendra sa place dans le 5 assez rapidement s'il le faut. On a vu la saison dernière en play-off à quel point il était importantissime et à quel point il avait passé un cap. Mais là, il est complètement en manque de rythme. Il n'a pas joué depuis 2 mois, quoi. Donc je pense que vraiment beaucoup de choses vont dépendre de lui, quoi. Et il y a Gary Payton également qui a à peine joué cette saison, hein, que ce Tout soit à à fait. Portland ou à Golden State. Et effectivement, comme tu le dis, ces deux joueurs vont être primordiaux pour permettre aux Warriors d'avancer. On peut souligner aussi le fait que les Warriors cette saison ont galéré pour gagner à l'extérieur. Oui. C'était absolument atroce. Ils ont 11 victoires et 30 défaites dans leurs matchs joués en dehors de San Francisco, ce qui est pire que les Charlotte Hornets, que Orlando, que Washington ou Indiana. Donc voilà. Maintenant, typiquement, les Warriors, pour moi, ça reste cette équipe de vétérans qui a prouvé à maintes reprises sur les 10 dernières saisons que tu paries contre eux à tes risques et périls, clairement, quoi. Moi, ils ont carrément, ils ont atteint le niveau de respect que j'avais pour les Spurs, tu vois, à l'époque où les Spurs étaient systématiquement en play-off et systématiquement posaient des problèmes à tout le monde une fois qu'ils arrivaient en phase finale. Je pense que les Warriors, typiquement, Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, ce sont des joueurs qui ont plus de difficultés à se motiver pour une saison régulière, Ça, c'est clairement, sûr. même si c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est typiquement le genre d'équipe qui a l'expérience collective nécessaire pour se permettre, on va dire, ce genre de... Enfin, quand je vois ça, je ne suis pas particulièrement inquiet les concernant. Surtout que là, ils arrivent à l'entame des playoffs avec un effectif sur le papier qui est au complet. Alors oui, effectivement, comme tu dis, Wiggins va falloir qu'il se remette en jambes. Il n'a pas joué pendant un long moment. Gary Payton, il connaît très bien les systèmes, il sait très bien ce qu'il va devoir faire pendant les playoffs. Mais c'est pareil, il va falloir qu'il retrouve du rythme. Il n'est pas tout de suite à 100%. Bon, aucune équipe, de toute façon, démarre les playoffs à 100%. De l'autre côté, on a les Kings qui, eux, ont bénéficié d'un état de santé collectif plutôt idéal. Je crois que les 8 meilleurs joueurs de l'effectif des Kings ont joué au minimum 73 matchs, ce qui est énorme. Donc eux, ils ont eu, on va dire, tous les feux verts possibles pendant la saison régulière. Et là, bah, ils se retrouvent face à une équipe des Warriors qui n'attend que ça, arriver en play-off. Draymond Green, on sait très bien que c'est aussi potentiellement sa dernière saison aux Warriors parce qu'il est free agent cet été. Donc il y a ça. Et on sait très bien que Draymond Green, il a une autre dimension une fois que les playoffs commencent. Klay Thompson, il est bien plus en jambes qu'il ne l'était l'an dernier. Ouais. À la même période. Et puis tu as Stephen Curry qui pour moi est un des tout meilleurs joueurs all-time de la NBA. Clairement, le jour où ce gars-là arrêtera de jouer, il sera tout en haut pour moi de la hiérarchie des meilleurs joueurs à avoir jamais foulé un parquet NBA. Donc tout ça fait que, et puis cette expérience qui est quand même incroyable du côté des Warriors. Et je pense qu'il a une grande probabilité qu'il gagne un des 2 premiers matchs qui va se jouer à Sacramento. Et je pense qu'à partir de là, ça va être compliqué pour les Kings. Ouais, non, mais ce que tu dis est vrai. Et effectivement, tu l'as dit, les Warriors ne sont pas très motivés en saison régulière. Je pense qu'ils ont été vraiment extrêmement marqués par cette saison, c'est 2015-2016, où ils battent le record des Bulls en régulière avant de ne pas gagner le titre. Ça, je pense que ça les a vraiment marqués. Mm-hmm. Mais écoute, oui. En fait, quand je dis que beaucoup de choses vont dépendre de Wiggins, en fait, il faut savoir que cette saison, quand ce 5 a joué, donc le 5 Curry, Thompson, Wiggins, Draymond, Looney, c'est le 5 en NBA qui a le meilleur offensive rating, le 5e meilleur defensive rating et le meilleur net rating de la ligue. Tout à fait. C'est colossal. Oui, mais ce 5 n'a pas joué ensemble depuis début février. Tout à fait. Donc... les deux choses sont vraies. Voilà. Ces deux choses sont vraies. À voir comment ça va se passer,
ils ont fait le choix de ne pas faire reprendre les matchs à Wiggins. Wiggins était de retour avec l'équipe, mais il se contentait des entraînements, parce que, à leurs yeux, c'est comme ça que, c'était la recette idéale pour qu'ils retrouvent le rythme. On va voir si ça paye. C'est une vraie question, c'est hyper important pour eux, et pour la suite, s'ils veulent être ambitieux. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont être intéressants dans cette rencontre. Moi, je pense notamment au rythme, parce que beaucoup de gens pensent que le rythme de l'attaque des Kings est très élevé à cause de leurs chiffres hallucinants, mais en fait, c'est pas le cas. Golden State a une pace bien plus importante que celle des Kings. L'attaque de Sacramento, elle repose principalement sur un mouvement de balle soigné. Ils ont un collectif qui est très au point. C'est pas un rythme extrêmement rapide. En revanche, Golden State, par contre, va vouloir vraiment emballer le rythme des rencontres. Et l'équipe qui arrivera à mettre la main sur le rythme du match va probablement prendre un gros avantage sur l'autre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je vois assez bien Golden State prendre un des 2 premiers matchs. J'espère que ça sera pas le premier, honnêtement, parce que j'ai envie de voir ce public. Enfin voilà, j'ai envie que Sacramento gagne et avec la manière, au moins sur le premier match, tu vois, j'ai envie de voir ça, quoi. Ça fait trop longtemps que ce public a été privé de playoffs et on sent que l'attente est colossale. Écoute, voilà, c'est difficile de pronostiquer. Objectivement, si on regarde que les éléments de la saison régulière, Sacramento est très clairement devant. Même quelque part, je souhaiterais leur victoire parce que je trouve qu'ils sont très méritants. Là où honnêtement, Golden State cette saison, ça m'a ennuyé de les voir. Je trouve que c'est trop fatigant cette habitude qu'ils ont de pas mettre d'intensité, de lâcher quelques matchs. Mais en même temps, ça fait des années qu'on voit ça. Mais je vais quand même mettre Golden State qui passe parce qu'il y a trop d'expérience dans cette équipe, il y a trop de maîtrise des moments clés, il y a trop de repères collectifs. C'est ce qui rend cette analyse, cette série, en termes d'analyse, assez compliquée. C'est-à-dire que les Warriors, on n'a pas un échantillon véritable de ce que cette équipe va vraiment donner en playoff. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr. On n'a pas eu ce vrai visage des Warriors cette saison. Et ils font partie des rares équipes où tu me dis, ils vont être totalement transfigurés en playoff. Je te crois tout de suite, en fait. Ouais. Parce que cette équipe a gagné ce respect, a gagné le fait que tu puisses croire en eux. Quand ils ont gagné les matchs à Boston pendant les finales NBA, il y a 10 mois de ça, hein, c'était la 27e fois consécutive dans une série de playoffs que les Warriors gagnaient au moins un match à l'extérieur dans une série de playoffs. Ce qui est un record NBA. C'est monstrueux. Je veux dire, s'il y a une équipe avec le personnel, comme je disais tout à l'heure, qui est capable de bouleverser ce qu'on pourrait attendre d'eux à la vue de leur saison régulière, c'est bien les Warriors, clairement. Exactement. Voilà. Et j'ai pas envie, tu vois, quand j'ai préparé cette analyse de Kings face aux Warriors, j'avais pas envie de diminuer le travail des Kings, de diminuer cette belle saison qu'ils ont eue. Et je pense qu'ils vont être compétitifs. Je pense pas que ça va être une promenade de santé du tout pour les Warriors. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je sais que défensivement, les Kings, c'est pas la fête. Je pense que c'est ça leur plus gros problème. Après, ils ont quand même des choses à tenter. Ils ont notamment Davion Mitchell en sortie de banc pour essayer de le faire défendre sur Stephen Curry. Ils ont d'autres joueurs, Kessler Edwards aussi. Mais tout ça, ça manque d'expérience, grosso modo, quoi. Et De'Aaron Fox, t'as parlé tout à l'heure, c'est le joueur le plus clutch de la NBA. Je sais plus exactement il a marqué, 194 points dans le clutch à 53% de réussite au tir. Le jeu de Domantas Sabonis avec les end-off et tout ça, tout ce qu'ils ont pu produire comme jeu offensif cette saison, les Kings, c'est incroyable et il faut bien prendre conscience de la transfiguration qu'a vécu cette équipe cette saison, quoi. C'est une toute autre équipe que ce qu'on a pu voir auparavant. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'ils ont les armes pour vraiment aller chercher les Warriors jusqu'au bout? J'en doute. Et je pense qu'à partir du moment où s'ils perdent un des 2 premiers matchs chez eux, pour moi, mon pronostic, c'est les Warriors en 6, clairement.
Écoute, ouais, bah, j'ai le même pronostic et voilà, tu l'as dit effectivement, cette franchise de Golden State, ça fait des années qu'on la voit battre les records, réaliser des exploits que personne n'attendait, etc., etc. Donc oui, effectivement, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que leurs 5 n'avaient pas joué ensemble depuis début février, en fait, je pense que pour quasiment n'importe quelle autre équipe, je trouverais ça rédhibitoire. Mais dans leur cas, bah, je me demande s'ils sont pas capables de s'accommoder de ça. T'as parlé des limites défensives des Kings. Il y a l'émotion du retour en playoff. Il y a beaucoup de joueurs. La volonté de bien faire. Je Oui, vois oui. bien, par exemple, De'Aaron Fox, euh, peut-être malheureux, enfin, je sais pas, Être un peu débordé par tout ça, quoi. être un peu débordé par Ouais. l'émotion de ce premier match et les Warriors d'essayer de lui faire prendre des shoots à mi-distance, essayer de verrouiller la raquette le plus possible, là où De'Aaron Fox s'éclate habituellement. Il faudra voir aussi la bataille des rebonds qui va être assez importante, voir comment est-ce que Kevin Looney et Draymond Green vont pouvoir jouer ensemble ou pas, ou est-ce qu'il y aura un problème en termes de rapidité et de déplacement et de match-up défensif. Mais je vois bien De'Aaron Fox, par exemple, faire un match un peu dégueulasse en termes d'adresse au tir parce qu'il va vouloir trop bien faire. Pareil pour Monk. Le mec le plus solide là-dedans, c'est peut-être Barnes. Ouais. Mais Keegan Murray, je veux dire, c'est un rookie, le gars, ça va être Non, mais, c'est ultra chaud, quoi. mais en fait, même Sabonis, qui sort d'une saison Tout à fait. magnifique, Sabonis en carrière, il a dû jouer une dizaine de matchs de 13 playoff à tout matchs en casser. playoff, je Voilà. crois. Et ça a jamais été impressionnant. Enfin, tu vois, il a pas de référence en playoff, quoi, Sabonis non plus, en fait. Donc voilà, tous ces éléments-là, mis bout à bout, font que, effectivement, moi j'ai du mal à imaginer les Kings réussir à sortir. Enfin, en fait, c'est fou parce que j'allais dire les Kings réussir l'exploit de sortir les champions en titre, alors qu'en réalité, c'est si les Warriors gagnent que c'est un upset, tu vois. Mais bon, Complètement. mais voilà, c'est toute la prise de tête de cette conférence Ouest où dès le premier tour, on a des confrontations où en fait, quand tu regardes les deux équipes, quand tu regardes les effectifs, quand tu fais un peu le bilan des forces et des faiblesses, tu sais pas en fait qui a fini devant l'autre, quoi. Mais C'est terrible. Charlie, j'ai surtout pas le souvenir, je sais pas, j'ai pas le souvenir d'avoir les 3 premières équipes de la conférence Ouest où, grosso modo, quasiment personne ne les donne comme favoris pour gagner, pour remporter la conférence. Ni Ouais, les ouais. Nuggets, ni les Grizzlies, ni les Kings, aujourd'hui, sont considérés comme les favoris pour remporter la conférence Ouest. Ouais, je suis d'accord. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis fan de NBA. Ouais, non, effectivement. Non, mais effectivement, mais c'est aussi pour ça que depuis des semaines et des semaines, on dit ah, vivement les playoffs, ça va être la folie, ça va être la folie, Hein. ça va être la folie. Ah Mais ouais. donc ouais, Warriors en 6, Warriors en 6. Je suis d'accord avec ton prono, je pense le même. Et après, écoute, si Sacramento va chercher un 7e match, ou même s'ils arrivent à faire l'exploit, bah, je trouverais ça absolument génial, parce que cette équipe est vraiment super plaisante à voir jouer, et que c'est génial de retrouver cette équipe et ce public-là en playoff, quoi. Ouais, complètement. Après, je veux dire, ça reste un pronostic et Tout à fait. je reste ouvert dans mon esprit au fait que les Kings puissent trouver les solutions. Je veux dire, ça me semblerait pas non plus complètement fou, tu vois, qu'ils l'emportent. Mais aujourd'hui, sur le papier, l'expérience, le travail accompli, enfin tout ce qu'ont accompli le trio Green, Curry, Thompson, c'est impossible pour moi de donner les Warriors perdants face à une équipe qui débarque littéralement en playoff. Voilà. Ouais, C'est je suis trop d'accord. compliqué. Même si les Warriors, on sait très bien qu'ils vont perdre des ballons, qu'ils vont se faire épingler sur les contre-attaques, que les Kings vont sûrement beaucoup de fois les mettre au challenge, les pousser dans leur retranchement. Mais je sais pas, il y a trop, c'est trop de choses que les Warriors ont déjà démontré par A plus B. Ils ont tout vu, ils ont vu toutes les défenses, ils ont connu toutes les situations, ils ont vécu toutes les adversités possibles. Et pour l'instant, ils s'en sont pratiquement toujours sortis d'une façon ou d'une autre à un moment ou un autre, quoi. Donc, Ouais, et puis là, ils avancent un peu sous les radars, et on sait très bien que c'est une situation qu'ils adorent. ouais. Mais bon, voilà, ouais, en tout cas, vraiment, il faut pas rater les matchs de cette série-là. Et premier match cette nuit à 2h30. Et pour les Français qui ont du mal avec les horaires trop nocturnes, le match 4 sera dimanche 23 à 21h30. Alors ça, vraiment, le loupez pas. Yes, ça va être bien ça.
On va enchaîner. La deuxième série à l'Ouest qui me passionne le plus, dont je ne vais probablement pas manquer un match également, puisqu'il y a plein de choses, enfin, on va en parler. C'est les Suns face aux Clippers. Sans Paul George, c'était probablement une mission déjà très délicate pour les Clippers, qui s'annonce encore plus difficile que jamais maintenant qu'il y a le doute sur l'état de santé de Paul George. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Dans quel état il va revenir? Les recrutements d'Eric Gordon, Mason Plumlee et Russell Westbrook à l'intersaison ont apporté beaucoup de positifs à l'équipe de Tyronn Lue. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter l'essence de Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul et DeAndre Ayton, qui, bien que il y a un banc un peu maigrichon, dirons-nous, ces 4 joueurs-là ensemble sur le terrain, on en parlera tout à l'heure des chiffres, mais c'est absolument une machine de guerre qui risque de poser énormément de problèmes. Genre, je suis pas de ceux qui disent avec Kevin Durant, ils sont à 8 victoires, 0 défaites. Si tu regardes les match-up dans ces 8 victoires, 0 défaites, il y a énormément de déchets. Enfin, il y a des équipes qui jouaient pour rien ou qui ne cherchaient même pas à gagner des matchs à ce moment-là. Donc, j'ai cru que tu traitais certaines équipes de déchets et j'allais te dire que c'était pas du tout. Quand même. Non, pas du tout. C'est pas ça que je disais. Pour les Clippers, le seul espoir semble venir potentiellement de Kawhi Leonard s'il retrouve une forme similaire à celle de 2019 quand il était à Toronto. Il va falloir qu'ils écartent le jeu, que ça bombarde à 3 points et que ça rentre, et espérer que les Suns galèrent à trouver leur rythme en début de playoff, parce que quoi qu'on en dise, il y a eu quand même très peu de temps pour ce groupe d'évoluer ensemble et de créer des automatismes. Donc, le meilleur espoir pour les Clippers, c'est peut-être de capitaliser là-dessus, mais comme ils sont privés de Paul George dès le début de la série, ça va pas être simple. Et Charlie, cette série Suns Clippers, comment ça se profile selon toi? C'est les deux équipes, ouais, tu l'as dit, sont très proches en saison régulière. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul match de différence entre eux. D'ailleurs, en saison régulière, ils se sont joués 4 fois, ils ont chacun remporté deux victoires, hein, histoire de bien montrer qu'ils n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre. Écoute, l'absence de Paul George, elle change absolument tout. Victime d'une entorse au genou, je crois, en mars, et on sait avec certitude qu'il va louper le début de la série. C'est hyper préjudiciable parce qu'on sait très bien tout ce qu'il peut apporter des deux côtés du parquet, collectivement, au scoring, il a la capacité de défendre, il peut organiser le jeu, enfin, il peut faire plein de choses, Paul George. C'est un joueur qui a beaucoup été critiqué ces dernières années, parce qu'il a parfois dit des trucs qu'il aurait pas dû dire, il a pas toujours répondu présent quand on l'attendait, mais il n'empêche que c'est quand même un lieutenant en or pour un joueur comme Kawhi Leonard. À voir s'il revient, rien n'est sûr, il va être fréquemment réévalué, Tyronn Lue en a parlé récemment, mais même s'il revient, en fait, rien ne garantit dans quel état il sera. Donc ça, c'est un énorme problème. Maintenant, côté Suns, KD a pas vraiment pu s'acclimater à sa nouvelle équipe dans des conditions idéales, parce qu'on sait qu'il s'est blessé rapidement après son arrivée. Il a rejoué quelques matchs entre la fin mars et le début avril, mais il a pas joué les 2 derniers matchs de la saison. Donc, collectivement, il est forcément en manque de repères. N'empêche que individuellement, on voit qu'il est quand même rapidement capable de retrouver ses marques. Dans l'ensemble, cette saison, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, parce qu'on a parlé d'autres choses, et notamment de ce trade. Mais Kevin Durant, cette saison, c'est quand même 29 points, 6,7 rebonds, 5 passes, 50, 40, 90 au shoot, en dormant, quoi. 55. 40. Oui, mais tu vois, il fait partie du groupe, quoi, du cercle. Oui, mais il a même créé un groupe à part entière, là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a atteint un niveau d'excellence en termes d'efficacité offensive qui est... dingue. Oui, non, mais ouais, Et on n'en parle pas. Cette saison, on ne parle quasiment pas de ça, quoi. Ouais. Tu vois, cette saison, on parle, mais c'est normal, hein, on parle de son trade, on parle des conséquences de son trade sur les 2 franchises et tout. C'est principalement ça qu'on a évoqué cette saison, mais il fait encore, en termes de propreté, mais c'est hallucinant. Enfin, vraiment, moi, j'ai plus de superlatifs pour parler de Kevin Durant. Écoute, bizarrement, je crains pas trop un scénario comparable à la saison dernière pour ces Suns-là. J'ai un peu la sensation qu'ils ont retenu la leçon, que le fait de pas avoir survolé la saison régulière, finalement, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Même le fait d'avoir un gros adversaire au premier tour, parce que les Clippers sont un gros adversaire, ça va leur permettre de rentrer directement dans ces playoffs. Défendre sur cette équipe, c'est un enfer. Enfin, j'ai une assez bonne sensation, en fait, concernant Phoenix cette saison. Là, on est clairement plus dans le domaine du ressenti que dans le domaine de l'analyse, hein. C'est une évidence, mais voilà, je les vois pas retomber dans le piège.
il y a plein de choses hyper intéressantes dans cette série, c'est sûr. Moi, je vais regarder de près les meneurs de jeu, forcément, parce que d'abord, Chris Paul sort d'une saison qui est très compliquée, et il faut pas oublier qu'il a un certain âge maintenant, il me semble qu'il a 37 ans, là, Chris Paul. Ouais. Donc, Et on a Chris Paul face à Russell Westbrook, exactement. qui ont un destin lié quelque part d'une certaine façon, puisqu'ils ont été échangés tous les deux quand l'un était à Houston, l'autre à Oklahoma City. Euh, et forcément, il y a eu des comparaisons, tout ça. Ouais. Ouais. Et Westbrook, c'est intéressant parce qu'il a quand même montré des bonnes choses depuis son arrivée aux Clippers. Honnêtement, ça fait plaisir de le retrouver comme ça. Mais pour autant, on va pas oublier non plus que historiquement, ça a pas toujours été très facile de l'utiliser en playoff. Moi, je vais aussi guetter de près ses interactions avec Kevin Durant. On connaît l'historique de leur relation. Oui, Donc, ça, ouais. En tant qu'ancien fan bah voilà. absolu du Thunder, c'est-à-dire que je bouffais les 82 matchs. Pendant 6 ans, enfin, 7 ans même, je n'ai pas cessé de regarder cette équipe entre 2010 et 2016, la saison 2016. Bref, et oui, c'est forcément, moi, ça me fait bizarre et ça me fait plaisir et c'est vraiment un truc humainement qui m'intéresse énormément, quoi. Ouais, mais je comprends. De voir comme tu dis, les interactions entre ces deux joueurs sur le terrain. Alors là, tout le monde dit ce qu'il faut dans la presse et tout ça. Oui. Dans les couloirs, apparemment, bien évidemment, tout le monde dit qu'il y a encore, il y a encore du ressentiment du côté de Westbrook, notamment vis-à-vis de Kevin Durant. Hein. C'est pas passé je ne sais pas si ça passera tout à fait un jour ou l'autre, mais effectivement. Pardon, excuse-moi. Bah non, mais aucun problème. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi pour ça, effectivement, que je vais regarder de près Westbrook. Et puis pour revenir sur Chris Paul, en fait, j'ai hâte de voir s'il peut retrouver un peu de sa superbe en playoff, parce qu'il sort vraiment d'une saison qui est compliquée, hein, Chris Paul. Hein. Oui, est-ce qu'il était dans la gestion de son Voilà, effort exactement. et de son physique, ou est-ce qu'il est vraiment en train de perdre, ouais, c'est le champ de du perdre signe, un peu, quoi. quoi. Ouais, Ouais. enfin, de commencer doucement sa descente, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il va être capable de retrouver un peu de son niveau? Est-ce qu'il va être capable de s'adapter pour pas être préjudiciable pour son équipe? Est-ce que Monty Williams va avoir tu vois, le courage de, si ça se passe trop mal avec Chris Paul, en fin de match, peut-être aligner un 5 sans Chris Paul? Voilà, c'est une vraie question pour moi. Je pense que savoir qui sera le meilleur meneur de cette série, c'est hyper important et ça peut vraiment peser dans le résultat final. Et quand je dis le meneur de cette série, je veux dire qui de Westbrook ou de Chris Paul tirera le mieux son épingle du jeu, évidemment. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de choses que je vais regarder de près. Mais voilà, je peux pas, à cause des incertitudes sur Paul George, en fait, j'ai même pas trop d'hésitation au moment de juger cette série. Je vois pas comment ces Clippers-là, sans Paul George, pourraient trouver les armes pour battre Phoenix. Il y a trop d'atouts, il y a trop de QI basket. Leur effectif, il est équilibré, même si tu l'as dit, il y a pas forcément une profondeur colossale. Voilà, peut-être que les Clippers peuvent arracher un 7e match, mais honnêtement, je les vois pas du tout s'imposer dans cette série, et même mon prono de base, c'est clairement Phoenix en 6, quoi. Ouais, j'ai le même pronostic et ça me semble généreux pour les Clippers. C'est par pur respect pour Kawhi Leonard. Ouais. Maintenant, effectivement, sans Paul George, je vois pas comment les Clippers vont réussir à défendre efficacement les sorties d'écran de KD et Devin Booker. Bah ouais. Clairement, ces deux joueurs-là ensemble sur le terrain, c'est un problème qui va vraiment être compliqué. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs pour Phoenix et pour Monty Williams et le coaching staff des Suns, c'est qu'avec Tyronn Lue en face, ils vont probablement se manger un nombre incalculable d'ajustements sur la manière dont ils vont essayer de défendre ces sorties d'écran, les post-up de Durant, parce que Durant fait beaucoup plus de post-up depuis qu'il est arrivé à Phoenix. J'ai hâte aussi de voir quelle défense ils vont proposer sur Kevin Durant. J'ai vu certains annoncer directement « Ah, mais c'est Kawhi Leonard qui doit défendre sur Kevin Durant ». Ben, je suis désolé, je pense pas que ça soit forcément la bonne solution d'entrée de jeu, tout du moins. Déjà, d'une, c'est mettre Kawhi Leonard dans une position extrêmement compliquée s'il commence à accumuler des fautes sur Kevin Durant, sachant que Kevin Durant, de toute façon, va passer par de nombreux écrans avant de choper les ballons la plupart du temps. Mais sur un post-up, par exemple, de haut panier, je suis pas sûr que mettre Kawhi Leonard en première ligne, ça soit une bonne idée. Du moins,
en permanence. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu mets Kawhi Leonard à des moments choisis du match. Ouais, tu vas mettre du Batum, tu vas mettre. Il y a d'autres gens qui peuvent Du défendre. Terrence Mann, Ouais, ouais. voilà. Mais en tout cas, je pense pas que dire que Kawhi Leonard est forcément doit forcément être le premier défenseur sur Kevin Durant. Je sais pas si. Pour moi, il y a rien à prouver en tant qu'individualité, tu vois. Le but, c'est que Kawhi Leonard puisse finir le match sans avoir 6 fautes au 3e quart-temps, tu vois. Donc, surtout sans Paul George. Avec Paul George, encore, il pourrait alterner Paul George et lui sur Kevin Durant. Après, faut aussi résoudre le problème d'Evin Booker. C'est sûr. Et le premier bénéficiaire de l'attention qu'attirent Durant et Booker sur le terrain, c'est Chris Paul. Chris Paul, qui sur les derniers matchs de la saison, quand il jouait avec Booker et Durant, avait des shoots ouverts à tour de bras, quoi. Torrey Craig, Josh Okogie, tous ces mecs-là, tous les gars du banc là qui vont arriver, Terrence Ross et tout ça. Ces mecs-là vont avoir des shoots ouverts également. Faut voir s'ils sont capables de les mettre ou pas. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence du côté de Phoenix pour savoir jusqu'où ils peuvent aller dans ces playoffs exactement. C'est à quel point les seconds couteaux vont être capables de scorer quand ils vont être sollicités et qu'ils vont avoir les shoots ouverts, quoi. Oui, non, je suis d'accord. Le supporting cast ça va être la grosse question. Et DeAndre Ayton aussi. DeAndre Ayton, on l'a dit et répété déjà, toi et moi, quand il y a eu le transfert pour Kevin Durant, enfin pour faire venir Kevin Durant. DeAndre Ayton est probablement également un des plus gros bénéficiaires de l'arrivée de Kevin Durant. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'il est pareil, lui aussi, capable de tirer son épingle du jeu, prendre l'avantage sur les rotations défensives qui vont forcément le mettre face à des défenseurs plus petits, voir comment il arrive à exploiter les mismatchs et ce qu'il sera capable de le faire surtout. Juste un petit chiffre quand même, avec un échantillon qui est absolument infinitésimal, mais quand même, quand le Big Four de Phoenix est sur le terrain, ils ont une attaque qui est de loin la meilleure de la ligue et ils ont une des meilleures défenses de la ligue. Ils ont joué 159 minutes ensemble. C'est excessivement peu. Excessivement peu. Donc, ce que je suis en train de dire, quelque part, c'est impressionnant, mais en même temps, ça ne veut rien dire. Pourquoi je le dis ? Parce que ce que j'ai envie de regarder dans ces playoffs, c'est à quel point ces chiffres-là, qui sont forcément boursouflés de par le fait que l'échantillon est minuscule, à quel point ça tient la route ou pas, et où est-ce qu'il va y avoir la marge d'ajustement, en fait. Oui, mais tu vois, moi, c'est pour ça réellement, offensivement, qu'est-ce que ça vaut, et défensivement, qu'est-ce que ça vaut, parce que forcément, ils vont jouer beaucoup de minutes, et ça aussi, ça va être intéressant, et je termine là-dessus, je te laisse parler, Charlie. C'est comment Monty Williams va gérer les minutes de Chris Paul, comment va-t-il gérer les minutes de Kevin Durant, qui sont deux joueurs qui, Chris Paul, il est injury prone, il a souvent été emmerdé par les blessures en play-off. Kevin Durant, c'est la même chose. Enfin, Kevin Durant, voilà, les blessures le laissent jamais tranquille quelque part. Bon, j'ai hâte de voir ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et effectivement, tu l'as dit, l'échantillon n'est pas très important, mais c'est aussi pour ça que je pense vraiment que pour les Suns, avoir tiré les Clippers au premier tour, c'est une bonne chose pour la suite, tu vois. Parce que ça va vraiment pouvoir leur permettre de se tester face à une bonne équipe. Et je pense que pour eux, c'est beaucoup plus intéressant d'entamer les playoffs par une série face aux Clippers que, par exemple, face aux Wolves, tu vois. Je suis d'accord. Et je te dis, moi, je suis tout à fait persuadé que le fait que Tyronn Lue va leur mettre dans les dents énormément de schémas différents, de schémas défensifs différents, et qui va vraiment tout tenter, je pense, pour essayer de les contrer. Je pense que c'est une très bonne chose pour les Suns. C'est un vrai travail. Et c'est pareil, un autre truc que j'ai vu depuis le All-Star Game, enfin depuis l'arrivée de Kevin Durant. Donc, ce qui inclut une large partie sans Kevin Durant sur le terrain. Bah oui. On est d'accord. Mais Phoenix fait énormément de fautes. Je crois qu'il n'y a que Détroit qui a emmené, qui a provoqué le plus de fautes qu'eux et générer plus de lancers francs. D'accord. Ce qui veut dire, quelque part, que Phoenix se cherche également dans ses rotations défensives, qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas encore, bien évidemment, c'est pas évident de dire ça, mais il y a aussi ça qu'il va falloir éclaircir du côté des Suns,
si je puis me permettre, voir comment ils gèrent ces rotations défensives et est-ce qu'ils arrivent à un moment ou à un autre à trouver un juste milieu et quelque chose d'efficace et d'assez simple pour arrêter de provoquer des fautes, de faire des fautes en permanence, quoi. Ouais, mais donc, tu vois combien de matchs, toi? J'ai mis 6 aussi, ouais. T'as mis 6 aussi? 6 aussi parce que je pense que je n'ai, enfin, dans ce pronostic, j'ai essayé de prendre en considération le fait que on peut pas enlever comment dire, on peut pas enlever le fait que Kevin Durant n'est là que depuis très peu de matchs, que d'intégrer un joueur comme ça, même si Kevin Durant est le joueur le plus facile peut-être à intégrer, comme on n'arrête pas de le dire, Ouais. dans un effectif. Voilà, il y a une grande différence entre réussir à s'intégrer dans un collectif et créer les automatismes et les réflexes nécessaires à aller très loin en playoff. Et c'est ça que je pense qui peut poser problème à Phoenix, notamment dès l'entame des playoffs. Ok, bah écoute, ça fait... Ouais, donc on est d'accord, en 6. En 6. Et à voir Paul George, quoi. À voir si Paul George revient, dans quel état il revient, comment ça se passe. Et en espérant que qu'il n'y ait pas d'autres pépins de santé, notamment pour les Suns, où tu l'as dit, Chris Paul, Kevin Durant sont quand même pas les joueurs qui offrent le plus de garanties d'un point de vue physique. Tout à fait. Donc on verra ça. On va passer aux Lakers et aux Grizzlies, la série qui t'intéresse le plus, Charlie. Peut-être, je sais pas, toi qui es fan des Lakers, j'essaie de deviner. Tout le monde semble penser que les Lakers sont capables de réaliser un run pour le titre NBA. Principalement parce que l'équipe complètement déséquilibrée qui était la leur avant la date limite des transferts présente tout d'un coup avec un visage plus acceptable, avec des joueurs plus complémentaires des deux stars que sont LeBron James et Anthony Davis. Ok, soit. Mais est-ce qu'on peut vraiment compter sur D'Angelo Russell, Austin Reeves et Malik Beasley pour révolutionner le jeu de Los Angeles au point de se dire ça peut aller au bout? Pour moi, il y a quand même un monde entre ces deux affirmations, quoi. La qualification des Lakers a été durement obtenue face aux Wolves lors du play-in. Et cette victoire, pour moi, n'inspire pas confiance pour la suite. C'est clair. Cependant, la seule présence de LeBron James et d'Anthony Davis à ses côtés ne me permet pas aujourd'hui de déclarer Memphis comme étant le favori de cette série. Parce qu'il y a l'absence de Steven Adams et de Brandon Clark du côté des Grizzlies qui me paraît être un élément capital, très important. Je pense que s'ils étaient présents, franchement, je n'aurais pas hésité autant que j'ai hésité en travaillant sur cette série. C'est une des séries qui m'a posé le plus de problèmes, clairement. Memphis, là, va devoir se reposer sur Jaren Jackson Jr. pour tenir le jeu intérieur, en espérant qu'il n'accumule pas les fautes. Et s'il a des problèmes de fautes, ça complique les choses côté Memphis. Maintenant, voilà. Et tu peux être sûr d'ailleurs que LeBron et Anthony Davis vont aller le chercher dès l'entame. Hein. C'est clair. Ils vont lui rentrer dans l'art dès le début. Ah oui, il va être ciblé, mais comme il l'a pas souvent été. Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est sûr. Côté Grizzlies, il y a quand même des très très bons éléments. Dylan Brooks, défensivement, il est très solide. Taylor Jenkins, je compte sur lui pour trouver les bonnes rotations pour freiner les Lakers. Desmond Bane va devoir faire une excellente série. Ja Morant également. Il va falloir qu'il soit au sommet de sa concentration. Xavier Tillman, Tyus Jones vont probablement être des joueurs qui vont participer à faire la différence du côté des Grizzlies si les Grizzlies veulent se qualifier face aux Lakers. À quel point Ja Morant est loin derrière Anthony Davis et LeBron James en tant que meilleur joueur de cette série? Ce serait ma première question pour toi, Charles. Ja Morant, entre Anthony Davis et LeBron James, il se classe où, selon toi, dans la hiérarchie de cette série? C'est dur. Si les trois c'est sont, qui le meilleur joueur de cette série, clairement? C'est LeBron, c'est Anthony Davis, c'est Ja Morant, c'est qui? Ah, t'es dur, c'est horrible comme question. Mais j'arrête pas de me poser cette question et j'arrive... Et ça semble con parce que la première réponse, c'est LeBron James. Eh ben, écoute, moi, je vais te dire Anthony Davis. Davis. Non, mais attention, dans le contexte de cette série. C'est-à-dire, je vais te dire Anthony Davis parce qu'il y a ni Steven Adams ni Brandon Clark. Ouais. Très bon.
C'est un enfer cette série, hein. Je suis d'accord, hein. Pour moi, avec Je Vikings Warriors, je c'est peux la plus rebondir dure. vite fait. Je peux rebondir Vas-y, vite vas-y, fait sur ce que vas-y. tu viens de dire parce que j'ai sorti un truc. Anthony Davis face à Memphis cette saison. Oui, je l'ai aussi. C'est moyenne. 29 points, 20,5 rebonds, 3,5 contre dans les 2 matchs qu'il a joués. Jaren Jackson Jr. en face de lui, 18 points, 7 rebonds, 3,3 contre. Alors, il faut Ouf. préciser que dans les 2 matchs de Anthony Davis que tu as évoqués, Steven Adams n'était pas là. Oui, c'est pour ça. Et donc voilà, on voit là tout de suite, on a tout de suite Oui, une oui, t'as raison, projection pardon. de ce que ça Excuse-moi, t'as donne. raison. T'as raison. C'est extrêmement important comme Bah oui, précision. c'est Merci beaucoup. Elle est sur la ligne d'après. c'est vraiment l'élément qui nous permet de se projeter là-dessus, tu Ah vois? là 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 là. Ouais, non mais c'est ouf. C'est ouf. Mais, mais je sais pas quoi faire de cette série, Charlie. Franchement, j'en sais rien du tout. Cette série m'énerve. Cette série m'énerve tellement. En fait, c'est Je ne sais pas quoi dire. Je me sens pris en otage par cette série, en fait, dans ma tête. En fait, c'est terrible parce qu'il y a tellement de gens qui voient un upset que limite, j'en suis presque à me dire que si c'est les Grizzlies qui passent, c'est le vrai upset, tu vois. Mais écoute, on sait très bien que les Lakers sont a priori une équipe plus forte que ce que leur classement révèle. Ils auraient pu viser plus haut avec moins de blessures, avec des meilleurs choix en début de saison. Il y a plein de choses. Memphis, c'est quand même une équipe qui est encore très jeune, même si cet argument est quand même moins valable que la saison dernière, où ils ont passé un tour de playoff face aux Wolves avant de s'incliner face aux futurs champions. Le vrai problème, c'est Steven Adams et Brandon Clark. En fait, le secteur intérieur est décimé et c'est terrible d'affronter les Lakers dans ce cadre-là, quoi. C'est horrible pour eux. Jaren Jackson, il va se sentir tout seul, même si tu l'as dit. Il y a Tillman, éventuellement Aldama. Sinon, après, c'est des rookies, quoi. C'est vraiment pas du tout Ouais. l'idéal. Ça va avoir un impact hyper important. Surtout qu'en plus, on sait très bien que c'est pas comme si c'était un élément mineur dans la réussite de cette équipe. Les Grizzlies, cette saison, c'est la meilleure équipe de la ligue au rebond, c'est une des équipes les plus efficaces dans la raquette, et c'est pas pour rien. Steven Adams était colossal à ce niveau-là. Bon, voilà. Leur jeu en transition aux Grizzlies va être Bah oui, déterminant bah bien sûr. dans cette série. Bien sûr, et que dire dans les côtés positifs pour Memphis, il y a cet avantage à domicile. On parle de la meilleure équipe de la ligue à la maison, 35 victoires en 41 matchs au FedEx Forum, c'est pas rien, c'est pas pour rien non plus. Bon, on sait qu'il y a quelques tout petits antécédents entre cette équipe aussi, il y a eu quelques petits accrochages, il y a eu une petite embrouille entre Desmond Bane et LeBron James, il y a Dion Brooks qui est toujours prêt à s'enflammer. Mais enfin, il faut quand même espérer qu'il reste focalisé sur le parquet et ne s'éparpille pas trop, parce qu'en face, ça pardonne pas en fait. Tu t'as pas trop le droit à l'erreur. Les matchs à Memphis vont être très très chauds, je pense. Vraiment, je pense entre le public et la mentalité de cette équipe, il y a vraiment tous les C'est ingrédients, tu clair. vois, pour que ça s'enflamme bien. Écoute, voilà, t'as parlé des stats d'Anthony Davis en l'absence de Steven Adams. Il va se régaler. Il va vraiment se régaler. En fait, ouais. En fait, Jaren Jackson Jr. C'est la série, je pense, où il va devoir montrer qu'il a passé un cap en termes de maturité dans son jeu. Et franchement, il a fait énormément de progrès cette saison. Il fait beaucoup moins de fautes qu'auparavant. Oh, beaucoup moins, t'es sympa, hein. Il est beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup moins brouillon que ce qu'il a pu proposer par le passé. C'est loin d'être idéal. Il fait encore des erreurs, clairement. Non, mais il fait sa meilleure saison et de loin. Mais je trouve qu'il fait encore beaucoup de fautes. Je pense que là, si il ne prend pas sur lui la responsabilité de se dire bon, j'arrête de sauter sur tout, j'arrête d'essayer de tout contrer, de tout. J'arrive. En fait, il va falloir qu'il apporte de l'énergie tout en gardant une certaine maîtrise de lui pour ne pas faire des fautes dans tous les sens, parce que s'il a des problèmes de faute, waouh, ça va être chaud, ça va être tellement compliqué, quoi. Mais moi, je vois pas comment il pourrait ne pas avoir de problème de faute, hein. Honnêtement, je vois pas comment. En fait, Mais en fait, il va falloir qu'il. En fait, c'est là où j'allais en venir. Je pense que pour moi, le plus gros, le point, le nœud de cette série, il se passe sur le coaching, et sur le banc. quelque part. Aussi, oui. Ouais. Mais Darvin Ham ne m'inspire absolument pas confiance. Je suis désolé, mais je trouve pas que ça soit un bon coach. Sa stratégie, enfin,
Face aux Wolves, franchement, ils se sont sortis, mais just, quoi. Et je trouve que il a une drôle de façon de gérer cet effectif, et j'ai pas vraiment confiance en lui. A contrario, j'ai beaucoup plus confiance à Taylor Jenkins pour trouver les solutions. Et je pense que Taylor Jenkins ne va pas mettre Jaren Jackson sur Anthony Davis. Il va mettre Jaren Jackson plutôt sur un mec comme Vanderbilt pour faire en sorte que Jaren Jackson puisse venir en aide, qu'il puisse venir en dernier rideau défensif. Et ça, j'ai hâte de voir comment ça peut se passer. Sachant que Vanderbilt, jamais ils feront le close-out sur Vanderbilt dans le corner. Hein. Jared Vanderbilt s'apprête à shooter des tirs tout seul pendant la totalité de cette série, je pense. Disons que je vois ce que tu veux dire, je comprends, effectivement, ce serait intéressant, mais le problème, c'est qu'il va falloir venir rapidement en aide, hein, parce que si tu mets pas Jaren Jackson sur Anthony Davis, tu mets qui? Enfin, il va se régaler. Tu mets Tillman, pour commencer. Oui, enfin bon... pas un cadeau, quoi. Hein. Ah bah non, ça, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Cadeau, hein. C'est pas idéal, mais c'est pas... On a cité les stats déjà. Oui. On sait très bien. Je veux dire, quelque part, c'est ça que j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que j'ai hâte de voir, en fait. Mais moi, c'est pour ça que je pense comment Taylor Jenkins va se dépatouiller avec cette situation. Mais moi, dans l'ensemble, je pense que le banc des Grizzlies va vraiment avoir une importance énorme. D'abord parce que Jaren Jackson ne va pas pouvoir jouer toutes les minutes, que je pense vraiment, enfin, je vois pas comment il pourrait ne pas avoir de problème de faute, en fait, ce joueur, à quoi qu'il arrive des problèmes de faute, en fait, Jaren Jackson, même si je suis d'accord, il fait sa meilleure saison et de loin, qu'il a beaucoup progressé dans plein d'aspects, je trouve que c'est toujours un problème chez lui. Ils vont avoir besoin de l'adresse extérieure de leurs joueurs de banc, un mec comme Luke Kennard qui a eu beaucoup de mal en playoff il y a 2 ans quand il était aux Clippers, est-ce qu'il va pouvoir montrer autre chose? Tyus Jones aussi, il va avoir une importance. Enfin, il y a le banc, dans l'ensemble, le banc des Grizzlies va être hyper important. Mais voilà, en fait, je pense que si le secteur intérieur de Memphis avait pas été aussi dépeuplé, j'aurais probablement misé sur eux. Je trouve qu'ils ont une bonne équipe. Enfin, ils ont l'équipe parfaite pour capitaliser sur une domination au rebond et une grosse défense. C'est une des meilleures équipes de la ligue en transition, avec en tête de pont des joueurs comme Ja Morant ou Desmond Bane qui excellent en la matière. En face, les Lakers, en plus, sont une des équipes qui, elles, pour le coup, concèdent le plus de points en transition. Donc, sur le papier, ça sentait pas bon du tout pour les Lakers, en réalité. Mais la donne a trop changé, là. Enfin, pour moi, la donne a trop changé. C'est trop handicapant pour Memphis d'avoir une raquette à ce point dépeuplée. Ah, c'est sûr que là, ça va être très, très compliqué. Oui. Ça va être très, très compliqué. On va passer au pronostic parce que c'est le moment d'annoncer, mais moi, j'ai les Lakers en 7. Bah moi, j'ai hésité entre Lakers en 6 et Lakers en 7, et je pense que je vais mettre Lakers en 6 parce que je pense que Jaren Jackson va vraiment avoir des problèmes de faute. Ouais. Et tu vois pas le truc aller à Memphis, quoi. Non, parce qu'en plus, j'ai peur que les Grizzlies se frustrent un peu si les choses ne vont pas dans leur sens. Les Lakers ont eu quelques jours pour souffler après leur play-in. Ils ont ce qu'il faut pour l'upset. Et Memphis, malheureusement, a un peu la tête pas de la victime idéale, parce que tu vois, je dis ça en prenant en compte les absences, mais ils ont quand même un peu la tête de cette équipe qui risque de se frustrer, qui risque d'avoir des soucis de faute, qui risque de se laisser un peu dépasser, quoi. Il y a un monde... je vais avouer quelque chose. J'ai mis les Lakers en 7 parce que j'ai envie de voir... Je suis très, très alléché par la perspective d'avoir un duel Stephen Curry-LeBron James au 2e tour de ces playoffs. Un Lakers-Warriors, ça me dit beaucoup. Ça m'intéresse énormément. Tu sais que s'il y a un Lakers-Warriors, ça va être la même prise de tête à pronostiquer, quoi. Non, pas pour moi. Non. Mais bon, allez. En fait, ça va dépendre de ce que montrent les Warriors face aux Kings, quoi. Oui. Mais il y a un monde, pour moi, où le trio Jackson, Desmond Bane, Ja Morant prouve sa valeur sur cette série. Bah, ce serait super. Et explose Los Angeles en 6 matchs, quoi. Oui, non, mais c'est tout à fait possible aussi. Hein. C'est ça, en fait, déjà. Et pour tout ça, pour dire à la fin, les gars, mais vous nous prenez pour qui, là?
Bien sûr qu'on va gagner, bien sûr qu'on a gagné, bien sûr qu'on est plus fort qu'eux. Mais c'est très bien que tu aies fait cette petite précision pour nous couvrir en cas d'échec total sur notre pronostic. Non, mais Non, mais parce que je suis d'accord avec toi. Hein. En fait, la question, c'est de savoir, est-ce que ces gars-là sont prêts, en fait? C'est ça que je te posais comme question tout à l'heure pour le meilleur joueur. Parce que si les Lakers ont 2 des 3 meilleurs joueurs de la série, après, je pense que Memphis, ils ont les meilleurs joueurs qui suivent pendant un bon moment, quoi, jusqu'à ce qu'un autre Laker apparaisse dans la liste. Et ouais. bah, pour moi, si. Oui, non, mais je comprends. Je comprends. Je veux dire, je mets Desmond Bain, Dylan Brooks, avant beaucoup de gars des Lakers. Hein. Je sais pas. Ah oui, clairement. Ouais, non, mais je comprends. Mais voilà, mais je sais pas non plus, ouais. Pour moi, il y a un monde où Desmond Bain, enfin, c'est pareil, ce gars-là a réalisé une saison tellement bonne. Je me prépare au fait que les Grizzlies, vu ce qu'ils ont fait l'an dernier, vu la saison qu'ils ont proposée, malgré tous les ennuis qu'il y a pu avoir, tous les problèmes avec Ja Morant et ainsi de suite, et là les blessures qui les plombent à l'entame des playoffs, je trouve que c'est une équipe qui est ultra combative, oui. et qu'on a peut-être tort de prendre à la légère. Et quand je vois tout le monde qui est là à prendre les Lakers, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer du monde en balayant les Grizzlies comme ça d'un revers de la main? Alors, à la fois, je suis d'accord avec toi, et à la fois, en fait, j'ai un peu peur, moi, que ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que d'un côté, je suis d'accord, peut-être que justement, en fait, tout ce battage médiatique autour des Lakers, de l'upset est quasiment garanti et tout, peut-être qu'ils vont arriver à bloc et qu'ils vont faire une série de fous et effectivement plier l'affaire en 5 ou 6 matchs. C'est possible. Ils vont peut-être faire une défense de zone, obliger les Lakers à shooter, et les Lakers ne mettront pas les tirs parce que ils sont pas d'une adresse redoutable à l'extérieur, les Lakers. Oui. Il y a plein de choses que Taylor Jenkins peut faire pour vraiment les embêter, quoi. Oui, mais il y a aussi un scénario où ils se frustrent, où ils prennent des fautes, où ils prennent mal le fait de prendre des fautes, où ils tombent un peu dans le côté ah bah même l'arbitrage est en faveur des Lakers, c'est normal, c'est les Lakers. Enfin, tu vois, non mais tu vois, c'est con ce que je te dis, mais c'est un peu la mentalité d'un mec comme Dion Brooks, tu vois. Enfin, c'est pas non plus impossible ça. Tu vois qu'il y a un scénario où Jaren Jackson est ciblé par l'attaque des Lakers, qu'il a des problèmes de faute, que les Grizzlies se frustrent et que derrière, en fait, on change complètement de paradigme. C'est-à-dire que là, on est dans une optique où les Grizzlies sont 100% concentrés et dédiés pour le fait de faire mentir tous les pronostics, à très rapidement ça change, et où en fait les Grizzlies sont juste extrêmement frustrés parce qu'ils ont l'impression que les observateurs ne les prennent pas au sérieux, que les arbitres les voient encore comme les petits, etc., tu vois. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué, quoi. Non mais vraiment, cette conférence Ouest, c'est... Non mais Charles, attends, 2 secondes. Allez, j'adore cette conversation. Le duel Lakers contre les Wolves, ça t'a convaincu, c'est ce match? Mais non, mais pas du tout. C'était hallucinant. LeBron James, t'as l'impression qu'il était cramé au bout de 3/4 temps. Non mais attends, moi de toute façon... Et là, on dit qu'il va attaquer une série face aux Grizzlies, qui est une des équipes les plus physiques de la ligue. Oui. Alors, quand bien même leur jeu intérieur est complètement éventré. Ah, mais c'est pour ça que moi je t'ai dit que le meilleur joueur de cette série, ce serait Anthony Davis. Je suis d'accord avec toi, et je n'ai pas été rassuré par les Wolves. Mais Anthony Davis, est-ce qu'il est capable de faire 4 matchs consécutifs sans se démettre l'épaule? Arrête, 4 matchs quand même. Quand même, 4 matchs, il peut. Ouais, mais il y en aura plus. Oui, non, mais voilà. Non, mais toute une campagne de playoff, je suis pas sûr. Et moi, c'est aussi pour ça que... toute une série, déjà. Est-ce que tu penses qu'il est capable de faire une série en entier? Oui. Tu sais quoi? J'en ai rien à péter, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Je change mon pronostic. Grizzlies en 7. Okay. Plus je parle de ça, plus je repense au match face aux Wolves, plus je me dis que ça me semblerait bizarre que les Lakers s'imposent. Non mais attends, Anthony Davis, il a fait la saison 2019-2020, il fait tous les matchs, il joue plus de 35 minutes, enfin tu vois, bon, c'est pas non plus, on n'est pas non plus en train de parler de Greg Oden, tu vois, faut pas abuser.
Mais moi, de toute façon, Josh, depuis qu'il y a eu cette trade deadline et que l'équipe des Lakers a retrouvé de la cohérence et qu'il y a cette espèce de bruit un peu de ritournelle dans certains médias de les Lakers vont faire un miracle run jusqu'à la finale et aller gagner le titre, mais je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je t'ai toujours répondu que je n'y croyais pas. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais changer et te dire si, ça va le faire, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que pour cette série, voilà, pour cette série, je vais miser sur les Lakers parce que même si les Grizzlies ne sont pas du tout des petits oursons mignons, il y a quand même trop de circonstances contraires, quoi. Moi, je veux croire dans le trio. Bane, Morant, Jackson. Voilà. Mais attention, j'adorerais, hein, c'est-à-dire que je suis fan des Lakers et qu'évidemment je serais pour les Lakers dans cette série, mais cette équipe de Memphis, moi j'ai qu'une seule envie, c'est de la voir continuer à grandir, et donc évidemment, s'ils gagnent et qu'ils font une belle campagne de playoff, je vais très certainement pas m'en plaindre et je serai très content de suivre leur parcours de près. Et de voir la revanche possible contre les Warriors au second tour. Mais je te dis, niveau coaching, je pense que franchement, mais ce match face aux Wolves m'a tellement pas rassuré. Et D'Angelo Russell, jamais de la vie, j'aurais confiance en ce joueur. Jamais de la vie. Je suis d'accord, mais par rapport au coaching, et c'est aussi un truc qu'il faudra dire quand on parlera de Miami, c'est que le play-in, c'est des confrontations en un match. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'adapter d'une rencontre à l'autre, en fait. Donc, en fait, on ne peut pas juger, par exemple, de la capacité de Darvin Ham à s'adapter dans une série, tu vois. Et si ça se trouve, dans une semaine, après 2 ou 3 matchs dans cette série, on dira « Oh là là, les ajustements de Darvin Ham, c'est incroyable, il les a bouffés !» Tu vois, on sait pas, en fait. Ça, c'est un élément sur lequel on ne peut pas encore se prononcer. T'as raison. Effectivement. On va attaquer la dernière série, Denver face à Minnesota. Les Nuggets ont terminé la saison sur un record de 12 victoires, 11 défaites, ce qui a provoqué un sentiment général d'inquiétude les concernant, majoritairement sur leur capacité à jouer leur meilleur basket en play-off. Ont-ils perdu le rythme qui leur a permis d'accrocher cette première place ou ont-ils simplement géré les minutes de leurs joueurs afin d'éviter toute blessure et s'assurer qu'ils arrivaient frais en play-off ? À partir du moment où la première place de la conférence était assurée, c'est ce qu'on va découvrir, je pense, dans ce premier tour face aux Wolves. Minnesota qui a bêtement perdu ce match de play-in face aux Lakers. Si tu veux mon avis, hein, franchement, c'était à eux ils avaient au moins un boulevard pour le gagner, ce match. Mais bon. Ils ont écrasé le Thunder pour obtenir cette 8e place qualificative. L'état de santé d'Anthony Edwards soulève des questions parce que franchement, les 2 matchs de play-in, notamment le match face aux Lakers, oh mon Dieu, ouais. Je sais plus quels étaient ses stats, mais je crois qu'il c'était à 0 sur 9 à 3 points, un truc comme ça. Enfin, c'était une catastrophe, le truc. Donc, est-ce qu'il est diminué par une blessure ou pas? Voilà, on n'en sait trop rien. Karl Anthony Towns, lui, paraît bien en jambes pour le coup, même s'il doit encore nous prouver qu'il est mentalement assez solide pour porter son équipe dans une série de playoffs. Rudy Gobert, on sait qu'il n'a jamais été à l'aise face à Nikola Jokic, déjà quand il jouait à Utah. Les absences de Naz Reid et de Jalen McDaniels semblent très compliquées à surmonter côté Minnesota. Personnellement, je suis impatient de voir de quelle manière les Nuggets entament ces playoffs. Ils sont enfin au complet. Ils ont prouvé pendant la saison, à certains moments clés, qu'ils étaient capables de défendre juste assez pour figurer parmi les 10 meilleures équipes défensives de la Ligue. À certains moments, hein, je dis bien. Hein. Je ne sais plus à combien ils terminent, tiens. Je vais regarder ça tout de suite. Hop. Ils terminent en défense. Tac. 15e, ce qui n'est pas bon. Voilà, mais bon, la fin de saison rentre en ligne de compte également, est à prendre en considération. Cette équipe est une merveille offensive avec Jokic sur le terrain. Si Jamal Murray et Michael Porter Jr. répondent présents, je pense que Denver va apparaître sous son meilleur jour et beaucoup plus forte que ce que les gens vont avoir comme souvenir par rapport à ce qu'on a vu en fin de saison. Il y a un gros problème cependant, et ensuite je te laisse parler Charlie, pour moi c'est proche de la faute professionnelle, hein. Carrément. Je pèse mes mots en disant ça. Michael Malone de toute la saison n'a pas réussi à trouver une rotation convenable avec ses remplaçants, de façon à ne pas prendre l'eau totalement quand Jokic notamment et les titulaires sont sur le banc.
quand il fait souffler, c'est titulaire. Mm. Alors on sait qu'en playoff, les meilleurs joueurs jouent beaucoup plus de minutes. Peut-être qu'ils seront moins sujets à ce genre de décrochage. Mais aujourd'hui, la rotation de Denver, elle est loin d'être claire, elle est loin d'être solide. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur concernant cette équipe. Alors, ça va peut-être pas se voir face aux Wolves, mais ça se verra probablement ensuite. Donc là, ils ont peut-être une série pour essayer de trouver quelques réponses. Je sais pas d'où ça viendra. Est-ce que Reggie Jackson peut retrouver de sa superbe comme il l'a déjà été en playoff avec les Clippers par le passé? À voir. Mais voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre les Nuggets, mais pour moi, clairement, Denver doit attaquer cette série avec énormément de force et démontrer leur valeur dès l'entame de cette série, clairement. Et pas arriver avec un demi-effort et de se dire « Ah zut, on a péniblement gagné le premier match à la maison. » quoi. Oui, je suis d'accord, ils peuvent pas arriver en demi-teinte, c'est pas possible. Ils sont tout à fait capables de le faire. Hein. Oui, c'est bien le problème. Ouais. Alors première chose, déjà, coup de chapeau aux Wolves. Hein. Moi, je les imaginais pas, vu les circonstances, être en mesure de sortir du play-in, en tout cas de maîtriser comme ils l'ont maîtrisé la nuit dernière, avec notamment un gros match de leur secteur intérieur, une belle défense, le supporting cast qui a été au niveau, même si évidemment, tu l'as dit, on en attend plus d'Anthony Edwards. Ça va être la clé dans leur play-off, clairement. Enfin, s'ils continuent sur ce rythme-là, bon. Ça va être vite vu, quoi. Bah, de toute façon. Oui, de toute façon, ça risque d'être vite vu. Merci, je voulais pas le dire, mais de toute façon, moi, je t'avoue que j'ai un peu du mal à voir même cette série s'éterniser. Bon, on va tous avoir les yeux sur la bataille de la peinture, sur les secteurs intérieurs, Jokic, Gobert, Towns. Si les Wolves veulent gêner les Nuggets, ils auront pas le choix que d'être forts à l'intérieur. Si Jokic peut dicter le jeu de son équipe comme il le fait habituellement, alors tout va être très compliqué pour Minnesota. Gobert, on le sait, il est toujours gêné au dos. Il en a parlé après le match de cette nuit, mais il a dit qu'il envisageait pas du tout de louper le début de la série, donc on le retrouvera sur le parquet de la Game 1 qui sera dès demain. Il y a aussi ça, qui est un élément qui va jouer, c'est que les Wolves n'auront quand même pas beaucoup de temps. Bon, la défense intérieure de Denver, c'est pas la meilleure, très loin de là. Il me semble qu'ils sont au-delà du top 20 en NBA en termes de défense dans la raquette, donc à Minnesota d'en profiter, ils ont les joueurs qu'il faut pour. Mais bon, en fait, ce que je vais regarder de près, moi, c'est des éléments qui sont pas. Enfin, je m'attends tellement pas à ce que les Wolves fassent l'exploit que ce que je vais surtout regarder, c'est comment se passe le retour en playoff de Jamal Murray. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais c'est oublier que sur ces deux premières campagnes de playoff, donc en 2018-2019 et 2019-2020, il avait été monstrueux. C'est le genre de joueur qui fait des meilleures stats en playoff qu'en saison régulière, donc a priori, il aime plutôt bien l'atmosphère de la post-season. Donc, j'ai hâte de voir son niveau. Il a fait une saison plutôt complète. Je crois qu'il a joué quelque chose comme 65 matchs, ce qui était important après une saison blanche. Donc voilà, ça lui permet de monter en puissance. Il n'est pas encore à son meilleur niveau, je trouve, mais j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, surtout qu'en face de lui, il y a quand même Mike Conley qui a été bon la nuit dernière et qui est, en termes d'expérience en play-off, c'est quand même quelque chose, Mike Conley. Donc voilà, à voir Jamal Murray. À voir Porter Jr. aussi, parce que on le sait, une des données importantes d'une belle campagne de playoff pour les Nuggets, c'est aussi le shoot extérieur. Les Denver, c'est la quatrième équipe la plus à droite de la ligue. Porter Jr. et KCP sont tous les deux autour des 41-42% d'adresse. Porter Jr. en prend quand même plus de 7 par match, donc c'est sur un volume qui est très conséquent. Voilà, et là d'ailleurs l'absence de Jaden McDaniels, on n'en a pas parlé, mais ça va être aussi un problème. Donc ouais, moi je vais dire Denver en 5. J'ai du mal à imaginer les Wolves prendre plus d'un match. Mais écoute, si ça arrive, tant mieux. Mais dans tous les cas, je les vois pas du tout être en mesure de réaliser un upset sur cette confrontation-là, quoi. Moi j'ai les Nuggets en 6 parce que c'est presque une punition pour cette fin de saison un peu en demi-teinte qui nous ont. Alors, j'ai pas foncièrement de problème avec ça. Je comprends le pourquoi du comment ils ont fait ça, mais clairement il va falloir que je vais vraiment être attentif à l'énergie avec laquelle ils vont entamer ces playoffs.
clairement, pour moi, Denver, c'est simple. Soit Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont au rendez-vous et ça va bien se passer. Ouais. Clairement. Ça peut même très bien se passer. C'est-à-dire que si Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont vraiment au diapason de ce qui se passe et complètent parfaitement Nikola Jokic, avec Bruce Brown, Jeff Green, Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope, je pense qu'il y a vraiment moyen pour cette équipe de faire quelque chose. Maintenant, j'ai trop vu ces joueurs perdre leurs moyens, ne pas réussir à trouver les solutions à certains moments où j'aurais aimé qu'ils en soient capables. Ils ont tout approuvé, Denver. Ils ont clairement tout approuvé. Ils avaient fait une très belle campagne de play-off en 2020 dans la bulle. C'était un peu leur baptême du feu. Ils avaient été ils avaient été très impressionnants, même face aux Lakers qui avaient remporté le titre dans la bulle. Ils avaient été très très bons. Donc j'ai hâte de voir, est-ce que cette équipe existe encore? Est-ce qu'elle a progressé? Est-ce que... Voilà. Et Michael Malone, on parlait de coaching tout à l'heure dans la série Grizzlies-Lakers. Michael Malone, je pense, est pas loin de coacher pour son poste dans ces playoffs. Ah ouais? Je pense, ouais. Ok, c'est possible. Je pense que si ça se passe mal au deuxième tour, par exemple, s'ils se font bananer 4-1 contre Phoenix au deuxième tour, Calvin Booth est le nouveau general manager. Il a remplacé Tim Connelly qui est parti donc aux Wolves. Il y a aussi cette histoire-là entre les deux clubs, c'est assez marrant. Calvin Booth, il n'a pas choisi Michael Malone. Et aujourd'hui, Malone, je trouve que c'est un coach que j'adore parce que humainement, sportivement, il a l'air d'être proche de ses joueurs, d'être d'être doué pour les pep talks et tout ça. Maintenant, est-ce que c'est le stratège dont cette équipe a besoin pour passer le cap supérieur? Je me pose vraiment la question. J'adore Michael Malone, attention, on s'entende bien. Mais pour moi, il va vraiment falloir qu'il montre sa capacité à coacher une équipe qui peut aller loin, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, la question se posera. Après, c'est vrai que s'ils sortent en demi face aux Suns, bon, tu vois, cette équipe de Phoenix, elle peut taper tout le monde, en fait. Je suis pas d'accord. Si tout le monde arrive en forme. Si tout le monde est en forme, pour moi, Phoenix, aujourd'hui, à l'ouest, ils peuvent taper tout le monde. Pour moi, ça dépend comment ça se passe. Tu peux perdre, mais il y a une façon de perdre. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Et clairement, Denver, s'ils se font plier en 5 matchs face à Phoenix, et que les matchs, que Malone est là à piétiner pour essayer de trouver des solutions sans jamais les trouver, bon. Et moi, je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport à leur fin de saison. Moi, je vais être un poil moins dur que toi, et je pense que c'est aussi pour ça que moi, je mets Denver en 5 et pas en 6, même si j'ai hésité à mettre 2 matchs pour les Wolves, mais je reste sur Denver en 5. On a quand même très souvent dit ces dernières années que l'énorme problème de Denver, c'était qu'ils arrivaient tout le temps en play-off avec un Jokic sur les rotules, qu'à chaque fois, ils payaient des saisons régulières dantesques. Et là, pour une fois, c'est peut-être même la première fois depuis très longtemps, ils l'ont fait souffler en fin de saison. Ils l'ont fait jouer, je crois qu'il y a 5 matchs quasiment qu'il n'a pas joué sur les 7 ou 8 derniers. Donc, j'attends de voir si ça va porter ses fruits, mais je vais pas leur reprocher d'avoir fait un peu de load management à ce niveau-là. Non, bien sûr. Parce qu'en fait, je m'en suis trop plein. Mais dans ces cas-là, il faut que ça porte ses fruits. Il faut que ça porte ses fruits sur le terrain. C'est ce que je dis. Il faut qu'ils entament ces playoffs avec une énergie de premier de conférence. Okay. Aujourd'hui, les Nuggets, il faut qu'ils démontrent leur capacité à répondre présent au moment où il faut, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Si tu commences les playoffs en étant là en étant à moitié intéressé par ce qui se passe, là, ils ont eu tous les clubs là qui vont commencer les playoffs maintenant ont tous eu une bonne grosse semaine pour se préparer, pour faire un training camp pas les Wolves quasiment. Non, pas les Wolves. Je te parle des équipes qui étaient déjà qualifiées, okay. Ouais. Pas celles qui ont fait le play-in. Toutes ces équipes-là, dont Denver, ont eu ce temps-là pour se préparer. Il faut que ça se voit au moment d'attaquer les playoffs. Voilà. Ça, là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Complètement d'accord. Exactement. Bon, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Donc, c'était le preview de la conférence Ouest. Il y a un preview de la conférence Est, un autre numéro à part
que je vous invite à écouter. Si vous l'avez déjà écouté, merci de nous avoir écoutés. Voilà, enjoy les playoffs, profitez-en bien. C'est le moment de l'année qu'on attend tous et je pense qu'on va se régaler, clairement. Ah ouais. Et puis, Charlie, on se retrouve toi et moi bientôt pour parler de tout ça. Avec plaisir. La bise, passez un bon week-end. C'est accidentam des playoffs. Et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.